délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue par le chef de l'État. Une audience au cours de laquelle la délégation reconnaît et salue les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre ces pandémies. Plus d'une centaine d'hommes d'affaires membres du MEDEF, le mouvement des entreprises françaises, sont à Abidjan pour une visite de 4 jours. Ils entendent intensifier les accords de partenariat entre entreprises françaises et ivoiriennes. La première dame Dominique Ouattara, elle, en sa qualité d'ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique, se trouve en ce moment à Genève, au siège de l'ONU-SIDA, sur invitation du directeur exécutif de l'institution. Et puis Riek Machar a atterri à Djouba, au Soudan du Sud. Le chef rebelle a prêté serment, reprenant ainsi ses fonctions de vice-président qu'il avait abandonnées pour lancer une rébellion il y a maintenant plus de 2 ans. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et merci si vous nous rejoignez sur RTI 1. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La délégation est présente à Abidjan à la faveur de la 35e session du conseil d'administration du Fonds qui s'est ouverte hier et prendra fin demain mercredi. Les précisions de Mahamadou Traoré et Jérôme Kofi Abola. Don gratuit de médicaments antirétroviraux à des femmes enceintes séropositives, diagnostic et traitement gratuit pour les malades de la tuberculose ou encore distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à l'échelle nationale pour freiner l'avancée du paludisme. 3 actions parmi tant d'autres qui font de la Côte d'Ivoire une bonne élève du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un satisfecit que le président du conseil d'administration de cette organisation a traduit ce mardi au président Alassane Ouattara. C'est à la faveur de la 35e session du conseil d'administration du Fonds mondial qui se tient depuis ce lundi à Abidjan. First of all, we would like to thank Côte d'Ivoire. D'abord, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame le ministre de la Santé pour avoir donc abrité la réunion du conseil d'administration du Fonds mondial ici en Côte d'Ivoire. Des progrès remarquables ont été faits en Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Au cours de ce conseil d'administration, il y a eu également la récapitalisation du Fonds mondial et la Côte d'Ivoire joue un rôle important. La Côte d'Ivoire joue son rôle moteur avec à sa tête le président pour adresser les questions du palu, de la tuberculose et du VIH. Sur ces 10 dernières années, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a alloué plus de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en vue de freiner l'avancée de ces pandémies. Une assistance financière qui pourrait prendre fin en 2020 si le pays poursuit la dynamique d'efforts notables engagés ces dernières années. Et justement, la 35e session du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui a démarré hier a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ami Sissoko, au témoignage. Pour la première fois depuis sa création en 2002, un pays francophone abrite la 35e réunion du conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et c'est la Côte d'Ivoire. Honoré, c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui procède à l'ouverture des travaux. Avec ce mécanisme novateur de financement, ce sont plus de 17 millions de vies sauvées, 8,1 millions de personnes sous traitement antirétroviral contre le VIH, 13,2 millions de bénéficiaires du traitement antituberculeux et 548 millions de moustiquaires distribués dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire, qui figure au nombre des pays bénéficiaires des financements du Fonds mondial, en tire bien sûr un grand avantage. L'objectif du Fonds mondial est de soutenir les programmes de prévention, de traitement et de prise en charge du sida, de la tuberculose et du paludisme. Le conseil d'administration compte renforcer les systèmes de santé et surtout impliquer les populations dans la lutte. On est ici pour représenter la solidarité avec les peuples ivoiriens après l'attentat. C'est pour vraiment féliciter et saluer et remercier le leadership de Côte d'Ivoire.
avec tous les succès qu'ils ont montrés au niveau du secteur santé, au niveau des développements. Pendant 3 jours, les experts en santé du monde entier vont plancher sur des stratégies de lutte pour éradiquer ces 3 pandémies d'ici à 2030. Dominique Ouattara, elle, est à Genève au siège de l'ONU-SIDA sur invitation du directeur exécutif de l'institution. La première dame, je le rappelle, est ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique. Les détails avec Abiba Dambélé-Saoué. Un note de marque au siège de l'ONU-SIDA lundi après-midi. Il s'agit de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement pédiatrique. Dominique Ouattara est l'invité spécial du directeur exécutif de cette institution, Michel Sidibé. Devant le personnel de l'ONU-SIDA mobilisé pour la circonstance, Michel Sidibé a rendu hommage à Dominique Ouattara pour son engagement humanitaire. Je ne suis pas surpris qu'elle ait accepté aussi d'être notre ambassadeur spécial pour faire en sorte qu'on puisse mettre fin à la transmission de la mère à l'enfant. Le combat qu'elle veut porter avec nous, c'est un combat contre l'exclusion, c'est un combat contre la discrimination, c'est un combat pour faire en sorte qu'on arrête bien sûr la transmission, mais plus que tout ça, c'est aussi un combat pour la justice sociale, pour qu'il y ait une meilleure redistribution, pour que ces enfants aient accès aux soins comme les autres. Et que ces enfants ne soient pas les oubliés de notre réponse à la lutte contre le sida. Et je suis fier de vous avoir ici dans nos locaux. Prenant la parole, la première dame a expliqué le sens de son engagement auprès des Nations Unies à l'ONU-SIDA. Non sans faire cas des avancées réalisées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre le VIH, surtout en ce qui concerne la prévention de la transmission mère-enfant, notamment avec l'engagement des partenaires et de la communauté. Les nouvelles infections à VIH ont diminué et sont passées de 50 000 cas en 2000 à 25 000 cas en 2014. Nous enregistrons également une meilleure prise en charge du sida pédiatrique dans notre pays. Ces résultats encourageants et les avancées stratégiques importantes que nous avons réalisées nous permettent d'avoir bon espoir quant au recul de l'épidémie d'ici 2030. Au terme de la visite de travail, l'ONU-SIDA a chaleureusement félicité la Côte d'Ivoire, qui figure désormais parmi les 20 premiers donateurs au monde. Ici, à Abidjan, Habib Essid, le chef du gouvernement tunisien qui est en Côte d'Ivoire depuis 3 jours, s'est entretenu avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez donc le voir en image au centre des échanges, les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie que Habib Essid entend intensifier. Il avait à ses côtés le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Et ce mardi, le chef de gouvernement tunisien s'est rendu au Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam, où il a inauguré le bureau permanent d'accueil des entreprises tunisiennes au sein de la zone franche. La délégation qu'il conduisait s'est également rendue sur les lieux de l'attentat qu'a connu la ville historique. Le point avec Gabriel Zani. Un bureau permanent d'accueil des entreprises tunisiennes inauguré ce lundi 25 avril au sein de la zone franche du Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie à Grand Bassam. Par cet acte, Habib Essid, chef du gouvernement tunisien, manifeste l'intérêt de son pays de nouer un partenariat avec la Côte d'Ivoire dans le domaine d'éthique. J'utilise cette occasion pour inviter les responsables et les experts de Vitib à intensifier les contacts avec leurs homologues tunisiens et à développer davantage les visites croisées dans la perspective d'identifier ensemble des projets innovants. Le libre-échange dans le domaine du numérique entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie fait ainsi un grand pas en avant. Le 19 novembre dernier, un bureau d'accueil des entreprises ivoiriennes s'ouvrait à la technopole d'El Ghazala à Tunis. Les deux pays veulent tirer profit des transformations numériques.
les nouvelles technologies, donc l'information et la communication sont essentielles. Et je pense en fait qu'avec les 180 hectares dont on a parlé pour le premier lot, on devrait pouvoir avoir une accélération des installations des entreprises. On nous a déjà dit qu'il y a une quarantaine d'entreprises déjà installées. C'est quand même 40 000 emplois qui seront créés donc à terme. La Côte d'Ivoire, avec le VITIB, étendue sur 180 hectares, avec un potentiel de 40 000 emplois durables et des avantages fiscaux quasiment nuls. La Tunisie, de son côté, possède la technopole d'El Ghazala et se prépare à lancer un programme intitulé Smart Tunisia. Mais au-delà de cette économie numérique à développer, les deux pays doivent s'unir pour combattre le terrorisme. Avant l'étape du VITIB, la délégation tunisienne s'est rendue sur le site du drame du 13 mars, à l'Étoile du Sud. Nous aurons à faire tout le nécessaire pour éviter ce genre d'actes barbares et éradiquer ce phénomène qui est le terrorisme. Le terrorisme est barbare et nous le vaincrons, les gouvernements tunisiens et ivoiriens, désormais alliés pour combattre le terrorisme. Le reportage de Gabriel Zani a été commenté pour vous par Sylvie Touré. Le président de la République sera dans quelques jours seulement en visite à Bouna, dans la région du Bonkani. Une visite qui intervient après la crise communautaire qui a secoué le département. Ce sera l'occasion pour le gouvernement d'inviter à la préservation d'un climat social apaisé. En vue de préparer cette rencontre, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé aujourd'hui même avec les cadres et les populations du Bonkani. On fait le point avec Mamadou Kwasi. C'est confirmé. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite de compassion et de réconfort à Bouna le samedi 30 avril 2016. C'est l'information portée par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, aux populations de la région du Bonkani. Le président vient lui-même vous apporter son message de paix, de réconfort et de compassion. Ça lui permettra également d'apprécier par le contact direct avec les uns et les autres la situation et d'annoncer les solutions idoines pour faire face à cela. Pour la réussite de cette visite du président de la République Alassane Ouattara à Bouna et aussi pour le développement de cette région, le ministre d'État Ahmed Bakayoko invite les cadres à l'union et à la solidarité. Quelles que soient les contradictions entre les peuples, nous devons tout faire pour repartir sur le socle de notre alliance. Vivre ensemble que le président proclame sur le plan national, qu'on vous puissiez vous l'approprier. Donc c'est vraiment une recommandation. Je sais que les blessures sont profondes, sont graves, mais nous devons veiller à ce que cela n'arrive plus jamais. Message bien perçu par les cadres de la région du Bonkani qui s'engagent à renforcer la cohésion sociale, mais aussi à faire de cette visite une véritable réussite. Il faut que chacun de nous ait le bon ton. Il faut que chacun de nous parle en pesant ses mots. La situation est grave. Sachez parler à l'autre. Surtout quand il n'est pas de la même communauté que vous. Appeler tout le monde à se rendre massivement à Bouna pour dire au chef de l'État que nous sommes contents qu'il fasse ce déplacement et lui dire également que nous sommes vraiment à son écoute. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko, président du comité d'organisation de cette visite de réconfort à Bouna, précise que le président de la République Alassane Ouattara aura au cours de son séjour à rencontrer les différentes communautés, les cadres et la chefferie traditionnelle. Des rencontres pour penser les plaies et pour trouver des solutions durables pour le développement de la région du Bonkani. La visite est donc confirmée. Le président Alassane Ouattara sera dans 4 jours à Bouna. Une visite qui réjouit les cadres de la région du Bonkani. Ils disent en attendre beaucoup. Réaction. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de bonheur. Et comme nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous sommes condamnés à nous entendre. Et avant que le chef de l'État n'arrive, je pense que chacun doit mettre bas la terre. Chacun doit prendre des dispositions pour apaiser. Le vivre ensemble, parce que lui-même son programme c'est le vivre ensemble. Donc il n'est pas normal que des communautés qui sont ensemble depuis des siècles se mettent du coup à s'entretuer, à se détester. Beaucoup d'espoir pour nous parce que nous pensons que le président de la République, avec sa statue, pourra poser de tout son poids au retour définitif de la paix et l'harmonie, la cohésion entre les populations, les peuples du Bonkani. C'est un honneur pour nous, un président de la République qui se déplace pour régler les problèmes d'une région, c'est un grand honneur. Et l'arrivée du président
va nous aider à sécuriser notre région et en même temps lui faire des doléances par rapport au développement du Boukani. Nous devons l'aider à réaliser son programme de gouvernement et nous devons nous renforcer autour de lui en renforçant nos liens fraternels. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Cette visite-là va renforcer encore nos liens si on veut que nos enfants, les générations futures puissent aller de l'avant. On est condamné à accepter ce qu'il va nous dire, à l'écouter. Propos recueillis par Mamadou Kouassi. 150 chefs d'entreprise membres du MEDEF, le mouvement des entreprises françaises, sont en visite donc de 4 jours à Abidjan. Ces hommes d'affaires entendent donner un coup d'accélérateur au partenariat entre compagnies françaises et ivoiriennes, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises, les PME. Ils ont échangé aujourd'hui même avec le patronat ivoirien, une occasion pour le président Jean Kakou Diagou, président donc de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui leur a présenté les opportunités d'affaires dans le pays. Lonsine Bakayoko, Adama Kone. Un avion spécialement affrété par le mouvement des entreprises françaises MEDEF. Une délégation riche de 150 patrons, dont une centaine venant de petites et moyennes entreprises, PME. Les entrepreneurs français ont mis les moyens pour leur mission de 4 jours à la rencontre des hommes d'affaires ivoiriens. Objectif, confronter leur capacité d'investissement à l'environnement des affaires. Des besoins d'infrastructures de transport, routières, de logement, d'eau, d'électricité, de traitement des déchets, où là aussi les Français sont très forts. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut apporter. Plus après, vous avez toutes les révolutions à NTIC. Là aussi, il y a une force ivoirienne sur ces sujets-là. En tout cas, il y a un développement à venir important. La diplomatie économique est en marche. Lundi, à leur arrivée, les opérateurs français ont été reçus à leur ambassade. L'idée, bénéficier des conseils sur l'économie ivoirienne, ses besoins, ses méthodes de négociation. Un mode d'emploi plus qu'utile. D'autant que la Côte d'Ivoire a certes besoin de grandes entreprises, mais elle voudrait aujourd'hui voir intensifier son réseau de PME. Nous avons souhaité le retour des entreprises françaises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi et surtout des PME qui sont à la dimension de nos investisseurs locaux et qui peuvent avoir un partenariat gagnant-gagnant avec ces entreprises. En 10 ans, le poids des entreprises françaises en Côte d'Ivoire a baissé de 28% à 11%. À ce jour, 140 filiales de grosses entreprises françaises et 500 PME de droit local sont présentes sur le territoire ivoirien, employant 40 000 personnes. Direction le Maroc, où le SIAM 2016 est à sa 11e édition. Le Salon international de l'agriculture du Maroc traite de l'optimisation des ressources pour une agriculture performante et durable. C'est la ville de Meknes qui accueille l'événement. Jean-Jacques Kwameala, notre envoyé spécial sur place. C'est le prince héritier qui a procédé ce mardi à l'ouverture de la 11e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, SIAM. Pour les participants venus des 4 coins du monde, il s'agit à Meknes, la ville impériale, de répondre à plusieurs préoccupations. La gestion des sols agricoles, la préservation et l'optimisation de l'utilisation de l'eau, le confort et la sécurité des agriculteurs. Lors de la visite des exposants, le prince héritier a marqué une halte au stand de la Côte d'Ivoire. Alors, le prince héritier était très intéressé par les différents produits de la Côte d'Ivoire, produits agricoles, spécialement le cacao, donc avec tous ces produits dérivés, les produits transformés en Côte d'Ivoire que nous exposons sur le stand. Le SIAM est une plateforme de coopération et de partage d'expériences. C'est pourquoi les participants souhaitent des retombées. On a vu des animaux de l'Europe qui se comportent bien ici. Or, nous voulons faire la même chose en Côte d'Ivoire. Il y a lieu de venir apprendre chez les Marocains. On attend vraiment aussi d'ici de construire des affaires et des relations avec d'autres pays africains. Nous engageons aussi, comme tous les Marocains, que ce soit des grandes sociétés ou bien des citoyens, à une coopération sud-sud. 1200 exposants et 850 000 visiteurs sont attendus à cette 11e édition du SIAM qui prend fin ce samedi 30 avril.
En bref et en images, le concours d'entrée au CAFOP session 2016 s'est déroulé samedi dernier. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamisoko Kamara, s'est rendu dans quelques centres pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Au nombre de 68 570, les candidats ont été repartis dans 238 centres de composition, repartis eux aussi uniquement dans les 4 directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan. Kandia Kamara a invité les impétrants à la probité avant de féliciter les organisateurs pour la bonne tenue du concours. Bientôt, un fonds de solidarité au RDR pour les plus vulnérables. La direction du Rassemblement des Républicains veut mettre sur pied un fonds d'aide qui sera destiné aux membres de la formation politique désireux de mener une activité lucrative. L'annonce a été faite hier par les responsables du parti en présence de notre reporter Sidonie Davila. Un fonds d'aide aux personnes les plus vulnérables du Parti du Rassemblement des Républicains est en cours de création. La direction du RDR, qui en a eu l'idée, affine les contours du projet. Au moment où chacun d'entre nous assume une certaine responsabilité, que nous puissions mettre un peu ensemble pour venir en soutien aux plus vulnérables. Le montant des prêts qui seront alloués aux militants bénéficiaires iront de 25 000 francs à 250 000 francs CFA, avec un taux de remboursement fixé à 1%. Il ne s'agit pas de la création d'une banque au bénéfice de nos militants. Il faut que les choses soient claires. Ces fonds seront repartis par département dans les comptes des structures de microfinance qui vont être chargées d'accorder les crédits à nos militants pour donc financer ces activités génératrices de revenus. Le règlement de ce fonds prévoit une contribution individuelle de tous les cadres du RDR conviés au démarrage du projet. Et pour donner le ton, la direction du parti a décidé de verser 100 millions de francs CFA. Cette première tranche pourrait être suivie d'autres. Les responsables du RDR annoncent pour fin juin la mise en place du fonds d'aide aux personnes vulnérables du Rassemblement des Républicains. La CEI se prépare à affronter les échéances à venir. La commission électorale indépendante a entamé aujourd'hui même, mardi, un atelier de formation de ses commissaires centraux qui réfléchissent sur le découpage électoral, le référendum, la compilation et la transmission des résultats. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En application des dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail et du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le dimanche 1er mai 2016, fête du travail est déclarée jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 2 mai 2016, le lendemain de la fête du travail est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité politique, toujours, le Front populaire ivoirien est en séminaire. Un séminaire qui va durer 48 heures et dont les échanges portent sur la réforme constitutionnelle et la réconciliation nationale. Grâce Kando. La patrie de la vraie fraternité. Le Front populaire ivoirien, FPI, veut apporter sa contribution à la réforme constitutionnelle annoncée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de son message à la nation en fin d'année. Prévu pour le dernier trimestre 2016, le FPI estime qu'une telle action peut servir à une vraie réconciliation et permettre la consolidation de la démocratie. C'est pourquoi un séminaire de 2 jours est organisé en vue de faire des propositions. Le Front populaire ivoirien entend en effet se donner les moyens nécessaires pour apporter sa contribution au débat démocratique dans l'intérêt supérieur de la nation. Si nous voulons réconcilier les Ivoiriens, il faut aussi, en dehors de la question des victimes, de l'apaisement des cœurs, engager une réflexion, concevoir un nouveau mode de vie en commun, de nouvelles institutions
de nouvelles valeurs qui vont fonder la cohésion nationale, qui vont fonder l'unité nationale. Un séminaire meublé par des exposés et qui voit la participation de plusieurs invités, dont un ancien Premier ministre nigérien. Ayant conduit la transition démocratique au Niger, il me paraît extrêmement important et intéressant que les pays africains organisent un tel débat pour faire un peu une pause, faire une autopsie de la marche de la démocratie dans leur pays. Les conclusions de ce séminaire, selon le FPI, contribueront à l'amélioration du climat politique en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA a 70 ans et les festivités se poursuivent. À Yamoussoukro, dans la capitale politique, la fête a été marquée par le saut du souvenir et de la reconnaissance pour un PDCI RDA toujours plus fort. Kader Sogodogo, RTI Boaké. La fondation Espoir PDCI RDA et son président Zie Daouda Koulibaly Pelewolenya vont doter le PDCI RDA d'un musée. Un endroit pour découvrir et faire connaître l'histoire du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Au cours de l'histoire, les hommes ont compris qu'il était important de conserver les traces du passé pour qu'elles ne s'abîment pas. Car pour nous, 70 ans du PDCI RDA, ça se fête, mais mieux, ça se conserve. Ce musée sera construit à Yamoussoukro sur une superficie de 1 hectare, terrain offert par le maire de cette commune. Le musée va coûter plus de 350 millions de francs CFA grâce à l'apport de partenaires privés. Il comprendra des salles d'exposition, de conservation et des sites pour diverses activités. La première pierre de ce musée a été posée par Emmanuel Niamien-Ngouran, vice-président du PDCI RDA. Nous voudrions féliciter M. Zie Koulibaly. Nous savons son enthousiasme et sa détermination pour prendre des initiatives innovantes et enrichissante pour le rayonnement du PDCI RDA. Recevez notre soutien pour la bonne fin de votre projet. Le musée du parti créé par Félix Houphouët-Boigny, PDCI RDA, sera livré à la fin 2018. Direction le Soudan du Sud, où c'est le grand retour de Riek Machar à Djouba. Le chef rebelle a prêté serment pour reprendre ses fonctions de vice-président, fonctions qu'il avait abandonnées pour lancer une rébellion il y a maintenant plus de 2 ans. Un retour qui est à même de changer la situation dans ce pays ravagé par la guerre civile. Et cela fait 1 an, jour pour jour, après le début de la crise politique et humanitaire au Burundi, que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a annoncé hier lundi l'ouverture d'un examen préliminaire, étape préalable à une enquête approfondie sur les violences commises au Burundi. Ici, à Abidjan, l'on a appris la disparition du directeur de la décentralisation et du développement local, Parfait Gourourou. Ce haut cadre de l'administration est décédé hier lundi dans l'après-midi, alors qu'il venait d'être admis dans un centre hospitalier de la capitale, Abou Sanogo. Parfait Djadji Gourourou, le directeur général de la décentralisation et du développement local, est décédé en fin d'après-midi de lundi 25 avril, alors qu'il venait d'être admis dans un centre hospitalier de la place. Haut fonctionnaire au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Parfait Gourourou occupait un poste stratégique. Il était l'interface entre les élus des collectivités décentralisées et l'État. Il a été préfet de Daoukro avant d'être en 2007 directeur général de la décentralisation. Né en 1961 à Trècheville, Parfait Gourourou, préfet hors grade, était marié, père de 3 enfants. Avant de terminer ce journal, sachez que le monde des arts a vécu avec une grande consternation la disparition le 24 avril 2016 à Abidjan de M. Jules Chungu Wembadio Peneki Kumba, connu du grand public sous le nom de Papa Wemba. En ces moments si particuliers et en solidarité avec sa famille et le peuple congolais, il sera organisé un concert en hommage à cet immense artiste le mercredi
27 avril 2016, demain donc à 20h à la salle Anomambo du Palais de la Culture, Bernard Dadier de Treichville. Auparavant, il sera procédé en présence de Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la levée du corps de Papa Wemba le mercredi 27 avril 2016 à 18h à l'Ivocep de Treichville. Le rapatriement de son corps vers Kinshasa en République démocratique du Congo se fera le jeudi 28 avril à 3h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Les populations sont invitées à demeurer mobilisées en ces temps d'hommage à cet artiste qui compte au nombre des plus grands du continent africain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de faire confiance à RTI. Bonsoir.